Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à cette web présentation sur le thème de comment gérer un étiquetage conforme en un clic, organisé par la société Kindu. Je suis Gwénolé Nedelec, chargé d'affaires chez Kindu, et je suis accompagné ce matin de Anne-Joëlle Cochard. Bonjour, je suis consultante chez Kindu. J'ai un parcours et une expérience dans l'agroalimentaire, dans le domaine de la formulation, R&D et qualité, et je vais vous présenter justement comment générer un étiquetage conforme en un clic. Merci Anne-Joëlle. Ce qu'on vous propose ce matin, nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure, c'est de dérouler le contenu suivant. Donc on va dresser les éléments de contexte par rapport à ce sujet de l'étiquetage et de l'importance en fait de l'étiquetage dans le métier de l'industrie agroalimentaire. Avec Anne-Joëlle, nous passerons sur une illustration au travers de notre solution Kindu pour générer justement une liste d'étiquetage conforme aux réglementations. Nous ferons un focus sur les points clés et puis en fin de session, nous vous proposons une phase de questions-réponses et d'échanges pour aller un petit peu plus loin sur la présentation. Sur la partie contexte, alors c'est une attention de tous les instants, hein, ce sujet de l'étiquetage. Anne-Joëlle, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors en effet, c'est une activité permanente dans les industries agroalimentaires pour différentes raisons. Là, j'ai listé les principales. Souvent, on pense à la sortie des nouveaux produits, mais en fait, ça ne concerne pas que ce processus de lancement de nouveaux produits, ça concerne aussi tous les changements de formule, changement d'approvisionnement de matières premières, un réajustement de pourcentage, mais également toutes les modifications qui sont liées aux aspects plutôt marketing. Donc, par exemple, une nouvelle charte graphique ou un nouveau design, des produits qui vont être mis en promotion, par exemple avec un format girafe, ça fait à nouveau un nouveau packaging. Et puis bien sûr, les mises à jour qui sont liées aux nouvelles exigences réglementaires. On a vécu ça il y a 2 ans avec Inco. Voilà, c'est les raisons principales pour lesquelles on travaille l'étiquetage à longueur de temps dans les industries agroalimentaires. Très bien, merci. Toujours sur les éléments de contexte, cette semaine se tenait donc le CIAL, un événement important pour la profession. On a aujourd'hui dressé donc certaines statistiques, notamment sur le secteur agroalimentaire. Anne-Joëlle, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu justement ces notions liées à l'innovation produit et ou au marketing ? Oui, alors l'industrie agroalimentaire se démarque des autres industries parce qu'elle lance plus d'innovation. Aujourd'hui, on estime que c'est environ 3000 nouveaux produits qui sortent chaque année dans les rayons. On sait également que environ plus de 60% des industries agroalimentaires innovent en permanence. 20% lancent un nouveau produit tous les ans. Alors que dans l'industrie générale, dans les autres secteurs, c'est plutôt 16%. Quant aux innovations dites marketing, donc tout ce qui est repositionnement, relooking, etc., ça concerne 35% des innovations agroalimentaires. Très bien. Il y a un aspect vraiment important lié à cette présentation de l'étiquetage, c'est bien sûr les éléments qui seront portés sur l'emballage et les éléments à faire apparaître justement sur le packaging. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, Anne-Joëlle ? Oui, tout à fait. Alors là, j'ai fait une synthèse en prenant un produit que j'ai formulé dans notre logiciel, du saumon. On va partir sur les mentions obligatoires liées au règlement INCO d'abord. Donc on va voir apparaître ces différentes mentions. Donc d'abord les dénominations légales de vente qui sont obligatoires, la quantité nette. Vous avez aussi la liste des ingrédients avec toutes les contraintes qu'on connaît de mise en avant des allergènes, de pourcentage d'incorporation de certaines matières premières en fonction notamment des illustrations qui figurent sur le packaging, les déclarations allergènes dont on vient de parler, les tableaux de valeur nutritionnelle, également les conditions de conservation et d'utilisation, les dates de consommation, et enfin, les raisons sociales. Mais généralement, on rajoute aussi des mentions dites volontaires,
Donc, un code barre, si on veut vendre le produit dans un magasin physique, mais si on vend un produit en ligne, il n'est pas forcément nécessaire. Service consommateur, c'est toujours bien de rajouter un point de contact avec nos consommateurs. Le Nutri-Score, qui est plébiscité également par les consommateurs et qui se déploie de plus en plus dans les rayons aujourd'hui avec ses 1 an d'existence. Enfin, des logos qui sont plus liés au mode de production ou des ingrédients. Donc ici, c'est un saumon qui est issu de la pêche durable. Il faut aussi penser à mettre suggestion de présentation pour ne pas tromper le consommateur sur la présentation du produit. Et enfin, les informations qui concernent tout l'éco-emballage. Donc en effet, ça fait beaucoup d'informations à gérer pour un seul produit et des informations qui sont souvent dispersées dans l'entreprise. Donc tu l'as dit, Anne-Joëlle, des notions obligatoires, des mentions volontaires, c'est important aujourd'hui. La tendance des consommateurs le montre en fait à vouloir beaucoup plus d'informations sur les produits consommés. Et donc en fait, effectivement, il y a un contexte important sur la digitalisation des données et justement la mise à disposition des informations pour le consommateur. Tout à fait. Alors là, on vient de parler du packaging parce que c'est la première notion qui nous vient à l'esprit quand on parle d'étiquetage produit. Mais en fait, il y a aussi tout ce qui est les ventes sur les drives, qui aujourd'hui, près de 4000 drives sont déployés en France. Les études de 2017 montrent que à peu près 11% des shoppers font au moins une fois par mois les courses sur le drive. Et que 26% des foyers familiaux et des foyers ruraux utilisent également le drive. Donc, ça signifie que toutes les informations que vous portez à l'étiquetage sur votre produit, sur votre emballage, doivent aussi être disponibles et dématérialisées pour pouvoir alimenter les sites drive, mais également toutes les marketplaces ou vos sites e-commerce. Donc, on peut citer par exemple Google, qui travaille un partenariat avec Carrefour. Vous avez aussi maintenant Vente Privée depuis quelques années qui vend du produit alimentaire. Donc de la même façon, il faut que les informations soient disponibles à l'écran quand le consommateur fait ses courses en ligne. Et puis enfin, tout ce qui est la livraison rapide via la plateforme Amazon et le partenariat avec Monoprix. Donc là, je vous ai fait un exemple de, imaginons que mon produit Soprodal, le saumon, soit vendu sur la plateforme Amazon. Donc, il faut avoir exactement les mêmes informations que sur le packaging. Et pour ça, il faut pouvoir pousser ces informations sur les plateformes. Et un packaging ne suffit pas. Donc une très belle illustration ici du contexte. Aujourd'hui, donc comme on le disait, les consommateurs sont avides d'informations sur les produits qu'ils consomment et on le voit de plus en plus en fait avec des applications mises à disposition justement des consommateurs pour les informer. Donc comment être sûr du côté des industriels de diffuser et de publier de l'information qui soit validée, fiable et à jour sur un produit? Oui, tout à fait. C'est tout le challenge aujourd'hui des industries agroalimentaires. Donc, on voit la multiplication des applications qui sont faites pour aider le consommateur dans leur choix, dans leur décision d'achat. Une des dernières en date, c'est celle qui a été développée par Système U, qui s'appelle Il y a quoi dedans, mais sinon, vous avez Open Food Fact qui existe déjà depuis de nombreuses années. Mais toutes ces informations dans Open Food Fact sont des informations dites collaboratives, c'est du crowdsourcing, donc ça veut dire que c'est le consommateur lui-même qui va prendre en photo un emballage pour fournir les informations à la base. Sauf que l'emballage qu'il a dans les mains, le consommateur, au moment où il prend sa photo, n'est pas forcément exactement à jour de la nouvelle recette qui sera sur le marché dans un mois. Donc, en fait, le mieux, c'est que l'industriel soit maître de sa donnée et puisse pousser ces données directement vers ses applications. Et c'est par exemple l'orientation que prend ScanUp pour travailler directement avec les industriels plutôt que de compter sur la participation des consommateurs. Donc tu l'as dit, Anne-Joëlle, il y a vraiment une tendance et quelque chose d'important aujourd'hui qui se passe sur le marché et côté consommateur. Donc c'est cette volonté d'avoir le maximum d'informations. Le nombre d'applications que tu présentes ici à l'écran montre justement le sujet a de l'importance et de l'écho au niveau des consommateurs. Mais
Maintenant, côté industriel, qui est concerné justement pour l'élaboration de l'étiquetage, l'élaboration des informations à mettre à disposition? Alors, c'est un travail transversal en fait dans l'entreprise puisque ça fait intervenir plusieurs services. C'est un travail collaboratif donc qui intègre dans leur processus la R&D qui va imaginer le produit, le formuler, choisir les matières premières qui vont rentrer dans la composition du produit. Le marketing qui est généralement en charge de tout ce qui est justement emballage, étiquetage et en relation avec les agences de créa pour pouvoir indiquer toutes les informations nécessaires sur ce packaging. Et puis le service qualité qui s'assure que toutes ces informations sont bien conformes au produit et conformes aux attentes réglementaires. Donc ces informations doivent être disponibles et partagées par tous ces acteurs de façon à ce qu'à tout moment, on ait une seule information disponible sur un critère. Parce qu'aujourd'hui, on voit assez régulièrement dans les entreprises, l'information est fractionnée, une partie se trouve à la R&D, une partie au marketing, une autre partie à la qualité. Et quelquefois, il y a des problèmes de cohérence de ces informations, tout simplement parce qu'il peut y avoir un problème de mise à jour des données dans un service qui tient par exemple pas compte des résultats d'un dernier essai et puis ce qu'on va porter à l'étiquetage, et bien finalement c'était l'essai précédent. Donc c'est vraiment très important de travailler tous sur la même donnée. Donc là, tu l'as très bien présenté, Anne-Joëlle, tout le monde est concerné donc, dans l'organisation, tout le monde doit porter la responsabilité de l'information qui est publiée et diffusée. Pour ce faire, et puis pour amener un petit peu de contexte et d'éléments toujours sur ce sujet de l'étiquetage, je vous invite à visiter notre site web où nous présentons au travers du cas de la société Soprodal, qui est une société fictive, mais l'ensemble des éléments que nous présentons. Et donc là, il y a un dossier thématique qui est mis à disposition sur notre site web. Donc je vous invite à aller voir justement ce dossier thématique qui rentre un peu plus dans le détail justement sur cette notion d'étiquetage. Oui, tout à fait. Alors, ici, le cas Soprodal, c'est exactement le cas que j'étais en train de décrire précédemment, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs essais. Et puis, finalement, ce qui est parti en créa et pour créer le packaging, eh ben, ce sont les données de l'avant-dernier essai et pas du dernier essai validé. Donc, ça, c'est un problème. Comment faire pour que tout le monde ait le même niveau d'information à tout moment sur un produit? Très bien. Merci Anne-Joëlle. On continue sur les enjeux justement de cet étiquetage et de la mise à disposition de l'information, notamment pour le consommateur, mais aussi côté responsabilité pour l'industriel. Oui, tout à fait. Alors, le premier enjeu, c'est un enjeu de conformité, c'est évident. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de délai, parce qu'on passe généralement pas mal de temps à échanger des mails pour rechercher la dernière information, alors que si elle est disponible à un seul endroit et commune à tous, ben, on la trouve très facilement, donc forcément on gagne du temps. Ce qui permet aussi de travailler plus efficacement ensemble, donc de travailler de façon collaborative. Le quatrième enjeu, ben, c'est les mises à jour et la publication des données. Comme je le disais tout à l'heure, le packaging ne suffit plus aujourd'hui. Il faut pouvoir mettre à jour et pousser ces informations vers des plateformes digitales. Donc, il faut pouvoir publier les données. Et enfin, bien sûr, c'est pouvoir donner une information au consommateur qui soit à tout moment fiable et juste. Effectivement, tu le dis, il y a de l'enjeu côté industriel. Je prends un exemple notamment sur aujourd'hui le nombre d'intolérances qui sont identifiées chez les consommateurs. Par exemple, les allergènes, la non-publication de la liste des allergènes sur un emballage représente aujourd'hui, j'ai envie de dire, plus de 20% des non-conformités dans le secteur de l'agroalimentaire. C'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut porter justement pour les consommateurs pour diffuser cette information. Oui, en plus, c'est un enjeu de santé, donc c'est les raisons pour lesquelles, quand il y a une erreur d'étiquetage sur un allergène et quand on suit les alertes de rappel et de retrait, bien souvent, c'est un problème d'étiquetage d'allergène, un allergène manquant. Et là, c'est trop dangereux pour les consommateurs, on est obligé de rappeler le produit. Les autres non-conformités sont souvent aussi liées à l'origine des matières premières d'origine animale.
Mais ça nécessite pas forcément des rappels, mais juste une mise en demeure de mise en conformité de l'emballage. Quoi qu'il en soit, ça fait des pénalités pour l'entreprise, qu'elles soient financières ou en termes de temps passé En termes gérer, d'image en aussi. termes d'image aussi, et de temps passé à gérer ces non-conformités d'étiquetage. Très bien. Merci Joël. Donc maintenant, nous allons rentrer plus dans le vif en fait de la solution Kindu, ce que nous pouvons apporter justement aux industriels. Donc en fait, c'est une solution informatique qui permet justement de générer l'étiquetage pour effectivement diffuser, publier l'information qui soit validée, à jour et conforme à la réglementation. Donc en fait, notre solution, elle est, comme l'a dit Joël, collaborative. Notre volonté, c'est de désiloter les organisations aujourd'hui au niveau de l'industrie agroalimentaire pour que tout le monde travaille conjointement sur justement les données importantes relatives aux produits. Ça, c'est une notion importante aujourd'hui côté Kindu, cette notion de collaboration sur le produit et les informations à faire porter pour le produit. Tout à fait. Donc, l'étiquetage que nous allons voir là dans la démonstration du produit, c'est en fait le module formulation qui est relié au socle de base. Donc, je vais vous parler là rapidement du socle de base de la solution Kindu. Donc, en fait, c'est une grosse base de données qui repose sur une technologie GED, donc gestion documentaire, et DAM, gestion de tous les types de fichiers multimédia. Et sur cette plateforme, nous avons construit un dispositif qui permet de gérer toutes les données spécifiquement pour l'agroalimentaire. Donc, les solutions Kindu sont constituées de différents modules. Et ici, tous les modules sont reliés à cette base de données qui contient les informations de référence. Et notamment, pour l'étiquetage, on va s'intéresser au référentiel des matières premières. Parce que là, on va pouvoir enregistrer dans cette base toutes les matières premières et toutes les caractéristiques de ces matières premières. Cette base de données permet aussi de versionner les recettes, mais aussi de versionner les matières premières. Si demain vous avez un fournisseur qui vous annonce qu'il a changé de zone d'approvisionnement, eh bien, il est très facile d'aller mettre à jour une information dans le référentiel et puis ensuite de versionner cette information. Et comme le disait Gwenolé tout à l'heure, comme toutes ces informations sont dans un même endroit dans cette base de données, les gens peuvent accéder à cette information directement et collaborer autour de l'information, c'est-à-dire qu'il y a des droits spécifiques qui sont paramétrés, où la qualité va avoir le droit de renseigner, par exemple, la qualité microbiologique, les critères microbiologiques, et puis les achats va renseigner le prix, par exemple. Donc chacun vient sur la fiche d'un produit pour apporter l'information dont il a la responsabilité. Donc on est bien dans un aspect collaboratif. Donc nous allons passer maintenant avec Anne-Joëlle justement sur la présentation de la solution. En ce qui concerne la génération automatique de l'étiquetage, mais le produit, les solutions qui nous sont beaucoup plus larges que ça. Je vous parlais tout à l'heure du socle de base. Donc voilà, on en a un aperçu ici sur le côté de l'écran où en fait on organise la base de données, on peut la personnaliser exactement de la même façon que vous personnalisez votre ordinateur ou votre serveur. Vous créez des répertoires dans lesquels vous rangez les différents éléments. Donc on peut l'organiser comme bon nous semble. Là, nous avons choisi de l'organiser avec des répertoires articles et des sous-répertoires pour chacun des types d'articles. Donc ici, les emballages, les formules, les matières premières, les produits finis. Donc je vais vous présenter donc mon saumon grillé sauce beurre citron. Et puis on va zoomer sur le détail d'une des matières premières pour que vous compreniez bien comment on obtient de façon automatique un étiquetage pour un produit fini. Donc, quand je travaille sur un produit en particulier, plutôt que d'aller le rechercher dans mon arborescence, qui peut être un peu fastidieux, je peux avoir une sélection personnelle ici. Donc, c'est ce que j'ai fait pour mon saumon. Je l'ai
mon saumon grillé, la recette se trouve ici, mon produit fini, et puis la matière première saumon se trouve ici. Donc, je vais rentrer dans ma matière première saumon. Voilà. Donc, en fait, une fiche matière première reprend toutes les informations qui sont portées dans les fiches techniques que vous recevez de la part de vos fournisseurs. C'est organisé sous forme d'onglets. Donc, vous avez une première page qui est une page résumée. Comme maintenant, je suis sur mon produit, je vais pouvoir passer en plein écran parce que ce sera plus confortable. Voilà. Donc, c'est une description et c'est surtout ce qui lui donne son statut. Ce qui affiche son statut ici, c'est une nouvelle matière première. Donc, elle est en cours de référencement, parce que mon produit il est en développement et il suit un processus workflow pour la validation de cette nouvelle matière première inclus dans le référentiel. On peut également éditer les fiches techniques sous format Word, Excel ou PDF si on le souhaite. Donc, on a ici un dossier, un onglet description qui va porter des informations générales, libellées, les déclarations, déclarations d'étiquetage, les dénominations légales de vente, mais aussi, et ça a son importance pour l'étiquetage, l'origine géographique, et puis d'autres informations générales sur le produit. Et quand je parlais tout à l'heure de travail collaboratif sur un article en particulier, là, typiquement, en ce qui concerne le prix, généralement, il n'y a que les achats qui ont la main sur les champs pour remplir ces prix-là. Voilà, et puis ensuite, quand on veut rentrer dans les caractéristiques techniques de notre matière première, ça se trouve dans caractéristiques sous forme d'onglets qui reprennent finalement chaque partie et chaque paragraphe d'une fiche technique classique que vous connaissez. Donc ici, une déclaration allergène. Donc pour chaque matière première, on rentre la déclaration allergène. Donc ici du poisson pour du saumon. Les déclarations nutritionnelles. Donc ici, on a rentré toutes les informations nutritionnelles qui caractérisent mon saumon. Et puis ensuite, d'autres informations qui concernent différents services, donc tous les aspects organoleptiques, physico-chimiques, microbiologiques, logistiques, quand on va commencer, quand on parle de comment est-ce qu'on va se faire livrer, est-ce que c'est en carton, est-ce que c'est en sac, etc., le fournisseur, d'autres informations, et même les éléments à contrôler à réception quand il y a une nouvelle livraison. Donc maintenant, je vais repartir dans mon arborescence pour retrouver ma sélection et vous montrer mon saumon grillé. Donc je repasse en plein écran. Donc exactement de la même façon, on a une fiche de résumé, une présentation générale, où on a les informations les plus importantes. Alors ici, on a le visuel, on a son statut, qui montre là aussi nouveau, donc c'est un produit qui est en cours de développement. On a son information Nutri-Score, et puis on verra tout à l'heure qu'on pourra éditer directement des fiches techniques à partir de cette page. De la même façon que pour la matière première, nous avons un onglet description qui va porter les informations générales. Donc ici, mon produit en développement, donc il n'a toujours pas de gétine. Je n'ai pas encore décidé sur quelle ligne de production j'allais produire mon saumon. Il n'est pas encore parti dans le RP, donc il n'a pas encore de code RP. Mais par contre, on peut lui renseigner ses libellés, ses descriptions, des dénominations légales de vente, sa quantité nette. Ici, vous voyez un prix apparaître, c'est parce que le logiciel, du fait qu'on a rentré les prix sur les matières premières, est capable de calculer le prix de revient en temps réel d'une recette au fur et à mesure de vos modifications. Et vous savez en permanence quand est-ce que le prix a été mis à jour. Mais aujourd'hui, notre sujet, ce n'est pas le prix, c'est l'étiquetage. Donc, quand on fait une formule, on va dans l'onglet composition, donc là, c'est le travail de la R&D, qui va formuler son produit en appelant chacune des matières premières référencées dans le référentiel matières premières. Donc ici, on a formulé en quantité nette et on voit que ici, en fait, dans son grand tableur, le logiciel calcule les pourcentages. Donc, en fonction de ces pourcentages et des informations qui sont portées sur la matière première, on va pouvoir calculer toutes les informations d'étiquetage. Alors, pour ce faire, ici, nous avons un bouton « Plus » qui vous permet de calculer ici les allergènes, les nutriments, les allégations nutritionnelles. Je vous parlais du prix de revient, on n'est pas concerné pour l'étiquetage, mais c'est un bouton également. Calculer les listes d'ingrédients.
Donc là, je l'ai déjà fait pour la démonstration. Donc on va directement voir les résultats. Donc ici, de nouveau, on retrouve un onglet caractéristiques et de nouveau avec toutes les déclarations. Alors, allergènes, donc ici, on retrouve les allergènes qui sont portés par l'ensemble des composants de ma recette, tout ressort. Et si j'avais rentré une ligne de fabrication, je ressortirais aussi les risques de contamination croisée. Donc voilà, j'ai toutes mes informations allergènes. Ici, j'ai des sulfites puisque j'ai du vin blanc, mais vous voyez ici que j'ai que 3,5 ppm de sulfite, donc inférieur au seuil légal d'étiquetage de 10 ppm. Donc vous allez voir que comme c'est inférieur à 10%, l'algorithme est capable d'intégrer ce seuil et d'afficher ou pas sulfite dans les déclarations d'étiquetage. Donc ici, de la même façon, il a calculé les nutriments. Donc on a ici des nutriments pour 100 grammes, et comme j'ai renseigné ma valeur par portion, il peut aussi me calculer les valeurs par portion, et puis également les AQR pour 100 grammes et par portion. Donc ça facilite grandement l'étiquetage, et puis surtout au fur et à mesure de la formulation, de voir l'impact que ça a sur mon étiquetage final. Donc on peut calculer le Nutri-Score, même si vous n'avez pas choisi d'utiliser Nutri-Score sur vos produits, ça peut vous permettre de vous comparer avec les produits qui sont déjà sur le marché. Et puis enfin, il calcule les allégations, ce que je disais tout à l'heure, il va sortir toutes les allégations possibles en fonction de la formule que vous avez établie, mais vous allez faire un choix parmi ces allégations proposées. Donc maintenant que j'ai calculé tout ça, je vais voir mon résultat dans cet onglet qui s'appelle étiquetage. Donc ça va s'afficher. Voilà. Donc ici, dans cet onglet étiquetage, je retrouve toutes mes informations d'étiquetage au moment T où j'en ai besoin. Donc ici, je retrouve ma dénomination légale de vente que j'avais renseignée, souvenez-vous, sur ma fiche description, ma quantité nette, le type de date d'expiration, est-ce que c'est une DLC ou pas, la durée de vie, ça je les avais renseignés dans l'onglet logistique. Ça me sort la liste d'ingrédients, tous les allergènes présents, peut contenir des mollusques, parce qu'on a vu qu'il y avait une contamination possible fournisseur de sur l'allergène mollusque. J'ai pas de gluten, donc si je voulais mettre en avant cette caractéristique, je peux le faire. Les modes d'emploi, les modes de conservation, je retrouve mon Nutri-Score, je retrouve ma fiche de valeur nutritionnelle qui se reporte ici pour avoir une vision d'ensemble de mon étiquetage. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, dans les différentes allégations nutritionnelles, en fait, la seule qui m'intéresse, parce que je trouve que c'est celle qui a le plus de sens, c'est riche en protéines, donc c'est celle-ci qui sortira sur l'étiquetage. Donc voilà, on a un étiquetage complet. Ici, on a une liste d'ingrédients que j'ai choisi d'afficher par type de composant. Donc j'ai du saumon d'un côté et ma sauce de l'autre. Mais j'aurais très bien pu choisir un autre type d'étiquetage. Parce que dans la liste, quand on calcule les ingrédients ici, en fait, le logiciel nous propose différents types d'étiquetage en fonction de ce que vous souhaitez. Donc, soit un étiquetage par phase, un étiquetage long ou un étiquetage court. Donc, ici, l'étiquetage long, c'est-à-dire qu'on n'a pas les codes additifs, tandis que dans l'étiquetage court, l'additif est remplacé par son code. Ici, par exemple, la lutéine est remplacée par son code E161B. Vous pouvez également choisir d'éclater complètement votre formule de façon à ce qu'il soit compliqué de reconstituer la recette. De la même façon en long ou en court, ou par regroupement. Ah oui, je ne vous ai pas montré ça tout à l'heure, on va retourner sur la composition. Donc par regroupement, ça c'est celle que j'ai choisie pour ma fiche étiquetage. Donc en fait, dans mon tableau de formulation, ici, je peux choisir de faire ressortir des informations. Et ici, j'ai choisi pour le saumon, je voulais faire ressortir son origine. Donc, je veux déclarer son origine et je veux déclarer aussi ses allergènes. Et puis, je veux déclarer certains pourcentages, en l'occurrence, les pourcentages des matières premières qui sont illustrées sur le packaging, donc le citron et l'aneth.
Et puis pour mettre tous mes composants de ma sauce sous l'intitulé sauce dans ma liste d'ingrédients, j'ai créé ce qu'on appelle dans le logiciel Kindle un regroupement. C'est-à-dire qu'ici, j'ai préparamétré le regroupement sauce. Je lui dis que je veux afficher le contenu de ma sauce et avec les pourcentages. Et ici, je suis simplement venu dire sur ma sauce que c'est une sauce. Donc du coup, quand je vais voir ma liste d'ingrédients par regroupement, je la retrouve tout en bas ici. Et effectivement, j'ai saumon, voilà, où je retrouve mon allergène, je retrouve son origine. Et puis, ici, j'ai sauce, 25%, et avec le détail de ma sauce. Mais là, ici, États-Unis, je me dis, c'est pas assez précis. En fait, mon saumon, il vient d'Alaska, donc je veux bien modifier un petit peu ma liste d'ingrédients. Bien, en fait, c'est possible. Vous sélectionnez la liste d'ingrédients que vous voulez utiliser, et puis ensuite, vous la modifiez. Je vais vous montrer. C'est assez simple. C'est un éditeur de texte, exactement comme Word, que vous utilisez tous les jours. Et donc, vous modifiez, comme vous le souhaitez, vous l'ajustez, votre liste d'ingrédients. Ici, j'ai remplacé États-Unis par Alaska. Voilà. Et puis, donc, cette liste d'ingrédients là qu'on vient de sélectionner, c'est celle qu'on retrouve ici, dans mon information d'étiquetage. Donc, une fois qu'on a tout ça, eh bien, si par exemple c'est un produit en développement pour une marque de distributeur et que vous voulez accompagner vos essais par une fiche technique, alors plutôt que de la remplir manuellement, vous pouvez l'éditer directement. Voilà. Donc là, je viens de le faire. Il vient d'éditer ma fiche saumon grillé sous forme Word, mais de la même façon, il pourrait me l'éditer en Excel. Et voilà, j'ai ma fiche technique qui porte les informations qu'on vient de voir. Et si demain, je change mon approvisionnement de saumon qui vient plus d'Alaska, mais du Japon ou de Norvège, je change mon information sur ma matière première saumon, ou je change de matière première saumon, je versionne ma recette, et à ce moment-là, je vais pouvoir éditer toutes les informations nutritionnelles et mettre à jour toutes les informations et envoyer ces nouvelles caractéristiques à mon client MDD. Et tout ça en un clic. Voilà. Donc maintenant, on a fait le tour du sujet d'étiquetage dans l'application Kindle. Merci, merci Anne-Joëlle. Donc, tu nous as démontré rapidement et aussi facilement, justement, comment est-ce que, avec la solution Kindle, nos clients et les industriels de l'agroalimentaire peuvent générer de façon automatique justement l'étiquetage d'une formule et d'une recette, voire même la solution propose 6 versions de liste d'ingrédients pour l'étiquetage. Tu nous as montré aussi cette notion de versionning au niveau de la liste d'ingrédients et puis même de la recette globalement. Donc en fait, la solution permet justement de centraliser toutes les informations, donc les matières premières qui sont comprises dans cette recette. Donc on a vu très facilement en fait par le biais de ta présentation que on peut très facilement éditer donc la liste d'ingrédients sous différents formats. On l'a vu à l'écran, mais on n'en a pas parlé beaucoup, mais bien sûr que cette liste d'ingrédients, elle peut être traduite en multilangue. Oui, tout à fait. Effectivement, on a traduit au niveau des matières premières, notre matière première en multilangue. Très rapidement, on a l'identification et la mise en avant en fait, des allergènes. On en a parlé tout à l'heure en phase d'introduction. C'est un élément important aussi à faire porter par l'étiquetage sur le packaging. Surtout au regard des rappels qu'on voit sur les non-conformités liées à l'étiquetage, c'est vraiment très important. Exactement. Un calcul automatique des valeurs nutritionnelles, parce que chaque matière première a ses propres attributs sur des valeurs nutritionnelles qui sont reportés au niveau de la recette, qui sont compilés au niveau de la recette. Un calcul du Nutri-Score. Chez Kindle, nous avons mis à disposition dans notre solution effectivement cet algorithme en fait de calcul du Nutri-Score depuis déjà l'été dernier.
Et donc, certains de nos clients l'utilisent et l'affichent aujourd'hui sur les packaging. D'autres ne l'affichent pas, mais formulent quand même selon un indice souhaité de Nutri-Score. L'identification des allégations nutritionnelles, très important, avec la possibilité aussi d'avoir des allégations côté marché européen par exemple, mais aussi côté États-Unis, voire même sur la Chine. Et puis, tu lui as montré à la fin donc une édition de fiches techniques sous différents formats. C'est du Word, c'est du PDF, c'est de l'Excel. Donc, avec la possibilité justement de personnaliser ce format, ce modèle de fiches techniques. Donc, ce qu'on a voulu vous démontrer ce matin donc avec Anne-Joëlle, c'est que si tant est que nous avons une base d'informations, matières premières renseignées, très facilement ensuite nous pouvons donc élaborer une recette et déduire et calculer en fait tout un ensemble d'informations donc qui sont listées ici sur les points clés, qui permet au niveau des différents services, on parle encore du service R&D, du service qualité, des achats, du marketing, de collaborer justement sur une recette et d'aller plus vite justement sur un objectif de time to market. C'est aussi un élément important aujourd'hui dans le secteur de l'agroalimentaire, d'innover plus vite. Voilà. Tout à fait. Et puis surtout de mettre à jour les informations qui sont attendues par les consommateurs. On parlait des applications tout à l'heure, justement, quand on peut mettre à jour facilement une information et la pousser rapidement vers une application, au moins on est sûr que le consommateur a toujours la bonne information au bon moment. Exactement. Chez Kindu, donc nous sommes éditeurs de solutions collaboratives donc destinées aux industriels de l'agroalimentaire. Nous avons vraiment ce leitmotiv au travers de notre solution d'avoir cet aspect collaboratif, de faire travailler les différents services et les différents intervenants autour d'une base de données centralisée. Voilà, tout le monde travaille sur la même information, l'information est peut-être versionnée, mais tout le monde travaille ensuite effectivement conjointement sur les mêmes données, ça c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, effectivement, au travers de notre expérience, ça fait aujourd'hui quasiment 10 ans que cette solution est utilisée par les industriels de l'agroalimentaire. Nous avons effectivement des projets à succès et démontrer en fait la capacité de notre solution justement à répondre aux enjeux des industriels de l'agroalimentaire. Nous sommes basés à Nantes et aujourd'hui, notre équipe est basée sur une vingtaine de personnes réparties au niveau effectivement des compétences au niveau de R&D, une équipe service client, du support et puis une équipe marketing, communication et commerciale. Tout à fait. Alors justement, pour en revenir à l'équipe service client, je crois que c'est important aussi de préciser que ce sont des consultants ingénieurs agroalimentaires qui, avant d'arriver chez Kindu, ont travaillé dans différents services de l'agroalimentaire et qui connaissent bien, pour l'avoir vécu, les différents besoins et les différentes façons qu'ils imaginent pour améliorer le quotidien des équipes dans les industries agroalimentaires. Effectivement, c'est un élément important ce que tu relèves, c'est le profil des intervenants côté Kindu, c'est avant même d'être des informaticiens, c'est des ingénieurs agroalimentaires qui ont vécu en fait dans des services R&D, qualité, comme toi d'ailleurs. Ici, on vous met à l'écran la représentation donc de l'approche modulaire Kindu, c'est-à-dire qu'on va travailler donc sur un socle. Le socle, en fait, c'est la technologie de la solution Kindu avec le référentiel et donc le modèle de données adapté aux industriels de l'agroalimentaire. Et ensuite, nous allons pouvoir travailler sur des notions donc, de formulation des recettes. Peut-être que vous allez gérer des projets d'innovation, donc avec des étapes, des phases, un planning, un budget et des personnes qui vont être à l'outil, j'ai envie de dire, à différentes phases d'un projet. Je l'ai dit tout à l'heure, nous allons pouvoir gérer des notions d'élaboration de packaging avec des collaborations internes mais également externes. J'ai parlé des analyses et des plans de contrôle, des audits, la gestion des non-conformités et des réclamations. Et puis cette notion importante qu'Anne-Joëlle a dit, c'est cette notion de coffre-fort, de publication. Aujourd'hui, il y a des sujets importants qui sont l'omnicanal. Comment est-ce qu'on est sûr de publier, de partager la bonne information en omnicanal, c'est-à-dire déjà en interne, pour par exemple un logiciel type ERP, mais également la bonne fiche technique pour mon service commercial. Et ensuite, comment est-ce que je vais partager cette information, par exemple pour les drives, pour mes clients. Donc, c'est des notions importantes. Donc, ce qu'on disait avec Anne-Joëlle, c'est de dire qu'il y a toute une phase d'élaboration
de la recette, de validation de cette recette. Et une fois que cette recette et ce produit est validé, on va pouvoir le publier dans un espace coffre-fort, en fait, pour que ça devienne la version qui fait foi au niveau de la structure. Donc ça, c'est un point également important dans l'offre Kindle. Voilà, l'outil est vraiment pensé pour que tout le monde travaille autour de l'axe produit dans l'entreprise. Et c'est le cas aujourd'hui, même si ce n'est pas formalisé. Là, ça permet de le formaliser. Et encore une fois, au lieu d'envoyer des informations par messagerie électronique où on ne sait jamais laquelle est la bonne, laquelle est la dernière, qui l'a envoyée, qui l'a créée, là, la question ne se pose plus. L'information est à un endroit bien précis que tout le monde connaît et tout le monde va chercher cette information là où elle est. Nous vous remercions d'avoir passé cette heure avec nous et puis à bientôt pour la prochaine session. Merci à vous.